Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, on est ensemble pour 90 minutes comme tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. Et l'actualité de ce 5 novembre, c'est une très bonne nouvelle, la libération de Cécile Coller et Jacques Paris après 1277 jours de détention dans les prisons iraniennes. Vous comprendrez bien que pour garantir le succès de ce type de manœuvre diplomatique, nous nous tenons à une forme de discrétion. Et donc nous ne révélons pas le détail de ces discussions que nous avons avec les autorités à tous les niveaux, du président de la République jusqu'à l'ambassadeur à Téhéran. Nos deux compatriotes sont en sécurité à la résidence de France, mais pas encore rapatriés. Pourquoi cette attente? Comment cette libération a-t-elle été obtenue? Y a-t-il des contreparties, notamment sur l'application des sanctions économiques contre l'Iran? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, volontairement décalée de l'actualité du jour, c'est un gros plan sur les terres rares que je vous propose. La Chine domine outrageusement la production de ces minerais stratégiques, indispensables pour nos smartphones, énergie renouvelable, robots médicaux ou encore certaines armes comme les missiles. Comment la France et l'Europe peuvent-elles sortir de cette dépendance chinoise? Réponse dans 3 quarts d'heure sur ce thème. N'hésitez pas à poser vos questions en flashant ce QR code. Vous pouvez aussi réagir à la libération des 2 derniers otages français de l'État iranien. C'est le récit d'un soulagement et d'une joie collective que nous propose tout de suite Clémentine Louise. Des applaudissements retentissent dans l'hémicycle au Sénat. Les otages français Cécile Coller et Jacques Paris sont enfin quittés les geôles iraniennes après 3 ans et demi dans les entrailles du régime des Mollahs. Ils sont arrivés hier soir à l'ambassade de France à Téhéran. Je me suis entretenu ce matin avec Cécile Coller et Jacques Paris. Je leur ai exprimé ma joie de les trouver en sécurité et en bonne forme à la résidence de France à Téhéran. Ce résultat est une très bonne nouvelle au regard, vous l'avez dit, des conditions indicibles, indignes de leur détention depuis 3 ans et demi. Mais ça n'est qu'une première étape, une étape qui doit nous mener jusqu'à leur libération définitive et à leur rémission totale. La libération des 2 Français est conditionnelle. Ils devront désormais affronter de nouvelles étapes judiciaires, mais c'est un premier pas pour ceux qui, il y a encore quelques semaines, étaient condamnés à 17 et 20 ans de prison pour des faits d'espionnage contre le régime iranien. Le président de la République est entré en contact avec les 2 ressortissants français ce matin pour les informer de la suite du processus. Il leur a dit qu'on était entièrement mobilisés pour obtenir leur retour rapide en France après cette première étape par l'ambassade, qui était quand même notre priorité, de les faire sortir de prison. Et il a dit qu'il continuerait ses contacts. Et d'ailleurs, il va y avoir un contact très prochainement, sans doute, avec les autorités iraniennes. Cette libération conditionnelle intervient quelques jours après celle sous contrôle judiciaire de l'Iranienne Madieh Esfandiari, arrêtée en France en février et accusée d'apologie du terrorisme. La diplomatie iranienne a annoncé ce matin qu'elle était libre, mais le parquet de Paris ne s'est pas prononcé quant à la levée de son contrôle judiciaire. Et on se pose la question des contreparties pour l'Iran après la libération, la sortie des prisons iraniennes de Cécile Coller et de Jacques Paris avec Christian Cambon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur LR du Val-de-Marne, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales. Azad Ekian, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir, vous aussi, professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité. Vous publiez Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran. C'est chez Bloomsbury, repenser le genre, l'ethnicité et la religion en Iran. Thierry Coville, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran et auteur de ce livre, L'Iran, une puissance en mouvement. C'est aux éditions Erol. Et j'accueille Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Bon, il y a d'abord l'émotion collective. Ça nous arrive pas si souvent de pouvoir fêter une très bonne nouvelle. Christian Cambon. Alors, pas encore complètement libre, mais en sécurité, on peut dire ça ce soir. Alors bien sûr, un soulagement, une très grande joie, car les choses se sont précipitées. Il y a encore quelques semaines, souvenez-vous, c'était de très lourdes condamnations qui avaient frappé Sophie Coller et Jacques Paris, et on ne savait pas franchement quelle issue connaîtrait le dramatique sort qu'ils ont vécu.
Et bien sûr, on est tout à la joie de les savoir déjà en sécurité à la résidence de France. Donc ils sont en France quelque part, même s'ils n'ont pas encore rejoint, bien évidemment, le territoire national, la métropole. Moi, j'aimerais quand même que l'on s'arrête un instant sur ce qu'ils ont vécu pendant 1277 jours. Les éléments que l'on commence à connaître sont absolument effroyables. On y reviendra en détail si vous le voulez bien. Mais évidemment, on va parler de leurs conditions de détention. Parce que le ministre nous a dit dès cet après-midi qu'il avait immédiatement dépêché une équipe de psychologues, car personne ne sait ici comment on se sort d'une telle étape sur une telle durée, avec autant de souffrance et de vexation. Bien sûr, c'est une question que je poserai à l'une des avocates de Cécile Coller et Jacques Paris, qui sera avec nous en duplex dans quelques minutes. Alors, double question, Azalekian. Alors, j'ai entendu résidence de France, ambassade de France, donc déjà, où sont-ils? Et puis ensuite, est-ce que vous avez été surprise, vous? Moi, personnellement, oui, agréablement surprise hier soir. Pourquoi? Parce que justement, comme monsieur le sénateur vient de le dire, il y a à peine quelques semaines, le judiciaire iranien a à nouveau condamné Cécile Coller et Jacques Paris, et cette fois-ci, les a qualifiés d'espions d'Israël. Donc, alors que plus tôt, en septembre, le ministre iranien des Affaires étrangères avait dit qu'ils allaient bientôt être libérés. Donc, quand j'ai appris leur libération, même conditionnelle, j'étais vraiment très ravie. Et alors, ils sont où exactement? À la résidence de France? Écoutez, ça, je ne sais pas, parce que moi, c'est ce que dit le ministre, en tout cas. Je pensais qu'ils étaient à l'ambassade. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai entendu dire qu'ils sont au centre de Téhéran. Or, l'ambassade de France à Téhéran, c'est au centre de Téhéran. Après, on entend parler de la résidence, donc du coup, je ne sais pas où ils sont exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en sécurité en France, voilà, sur le territoire français. Oui, puisqu'évidemment, que ce soit la résidence ou l'ambassade, c'est la France. C'est le sol français. Thierry Coville, 3 ans, 5 mois, 29 jours de détention, 1277, vous le disiez. Pourquoi maintenant? C'est quoi le contexte de cette libération? Vous savez, c'est des négociations qui ont lieu généralement secrètement, entre État à État. Je ne peux pas répondre à votre question. Et je pense qu'il faut faire attention. J'entends beaucoup de choses sur c'est lié aux négociations sur le nucléaire. Je pense que c'est très spécifique, c'est des négociations, on va en parler, je pense qu'il y a des demandes du côté iranien, je pense que c'est plutôt du côté, quelles ont été ces demandes, et je pense qu'elles ont sans doute été satisfaites, et je pense que d'après l'expérience historique de comment ça se passe malheureusement dans ce cas-là en Iran, c'est pas forcément lié à la politique extérieure de l'Iran, c'est plutôt lié à ce que l'Iran demande. Et est-ce que ces demandes sont satisfaites ou pas? On essaiera évidemment d'ouvrir des chapitres là-dessus, sur la question nucléaire, peut-être aussi sur la question des sanctions économiques. Excusez-moi, ça ne veut pas dire, l'Iran est compliqué, ça ne veut pas dire non plus que cette libération permet sans doute à l'Iran je ne dis pas d'ouvrir un nouveau chapitre avec la France, c'est faux, mais je veux dire de faire en sorte que ce problème ne soit plus là et que ça permette peut-être d'avoir, entre guillemets, des relations, on va dire, moins mauvaise avec la France. Oui, ça ouvre quand même peut-être une porte ou un chapitre un peu différent. Je vous propose une première réaction. Elle n'est pas anodine, vous allez voir, vous allez partager l'émotion de Benjamin Brière, qui lui aussi a été otage d'État en Iran pendant 3 ans. Il a appris en direct sur France Info, lors de l'enregistrement d'une émission de Paul Larouturou, la libération de Cécile Coller et Jacques Paris. Regardez cette séquence. Mais non, c'est pas confirmé, ok? À l'instant, Estelle Cognac m'informe qu'une source parlementaire annonce la libération de Cécile Coller. Mais non. À l'instant. Je peux prendre mon téléphone? Bien sûr. Okay. J'appelle la Ah, c'est énorme. Mais c'est quoi, c'est une dépêche? Non, mais le Quai d'Orsay apparemment va communiquer. D'accord, mais... Apparemment, il va y avoir une com du Quai. Oh la vache. Ah la vache. Quand Cécile et Jacques seront libérés, il y a sincèrement une partie de moi qui va, j'espère, pouvoir enfin lâcher un petit peu, parce que Cécile et Jacques, ils étaient déjà en prison comme moi j'ai été libéré. Là, ils m'ont dépassé. Ça fait 3 ans et demi qu'ils y sont. J'irai pas chercher à les rencontrer. Je serai là pour eux, par contre.
Voilà, l'émotion de Benjamin Brière, ça s'appelle Pour Info, l'émission de Paul Larouturou. On est en duplex comme promis avec Emma Villard, qui est avocate de Cécile Collère, Jacques Paris et de leur famille, l'une de leurs conseils. J'imagine forcément que l'émotion elle est très forte pour vous aussi. Comment vous avez appris leur libération? Tiens, je commence par ça. Bonjour, nous avions entendu plusieurs rumeurs dans l'après-midi comme quoi les choses bougeaient au niveau du Quai d'Orsay et nous avons appris avec joie et soulagement la remise aux autorités françaises de Cécile Collère et Jacques Paris. Oui, par le tweet du président de la République. Oui, parce qu'on le rappelle, ils sont encore dans la résidence française et pas rapatriés sur notre territoire. On attend ces images de l'arrivée sur le tarmac d'un aéroport français. Combien de temps ça va prendre? C'est l'une des questions qu'on va essayer de scruter dans ce débat. Est-ce que vous avez pu, vous ou un autre de leurs conseils, parler à Cécile Collère et Jacques Paris, échanger avec eux? Non, pas encore. L'heure est pour eux surtout aux retrouvailles virtuelles avec leurs proches. Ils peuvent enfin parler sans crainte d'être entendus par la République islamique d'Iran. Et l'heure est également à la reconstruction. On sait que Jacques Paris est dans un état très combatif, comme il l'a été tout au long de sa détention. Maintenant, l'heure est vraiment pour eux de se recentrer sur eux, sur leur santé et aussi sur leur famille. Justement, une question, et puis on va en venir à la question de leur détention, de ces 3 années de détention. Dans quel état physique, psychologique, c'est peut-être un peu plus difficile de répondre à la question, mais dans quel état sont-ils? Ils sont très fatigués, affaiblis évidemment, puisqu'ils ont vécu pendant 1277 jours, plus de 3 ans et demi dans des conditions qui relèvent de la torture. Effectivement, ils sont très affaiblis physiquement et psychologiquement. Restez avec nous pendant encore quelques minutes. J'aurai 1 ou 2 questions à vous poser un peu plus tard. Merci Emma Villard. Christian Cambon, sur ces conditions de détention, je vous ai interrompu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Alors, on en sait un tout petit peu plus par les renseignements qui nous parviennent. On en savait très peu. On savait simplement que cette détention était particulièrement dure. Quelques exemples. On avait supprimé à Jacques Paris ses lunettes. Il n'avait pas ses lunettes. Sophie Collère, qui était professeure... Cécile Collère, qui est professeure, n'avait pas le droit d'avoir de livres, ni de papier, ni d'un crayon. Elle a mémorisé des poèmes, a raconté sa sœur il y a quelques heures. Il dormait par terre, la lumière était constamment allumée. On imagine les vexations et en plus, tout ce que psychologiquement, ils ont dû souffrir avec ces procès. On a parlé tout à l'heure d'espionnage pour Israël, mais corruption sur terre. Or, corruption sur terre, en Iran, on sait ce que ça veut dire, c'est la corde. Enfin, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Donc c'est une épouvante absolue. Et moi, je souhaite encore une fois qu'on ait au cœur ce qu'ils ont enduré, parce qu'ils vont devoir se reconstruire. Il va falloir que la communauté nationale, que leurs familles, que leurs amis du Haut-Rhin, que tous ces gens et toutes les communes de France, les collectivités qui sont battues, l'Assemblée nationale a affiché en permanence les photos, des mairies ont rappelé constamment ce souvenir. Ils n'ont jamais été lâchés. Et du reste, Jacques Paris a eu ce mot en disant qu'il avait surmonté cette épreuve effroyable parce qu'il se savait soutenu. Et ça, je pense que c'est aussi... dans des moments où les mauvaises nouvelles nous dépassent, là, il y a quand même une dimension humaine qui nous interpelle les uns et les autres. Évidemment. Azalekian, qu'est-ce qu'on peut dire de la prison où ils étaient détenus et du quartier dans lequel ils étaient détenus? C'est la fameuse prison d'Evin qui est la plus redoutable de l'Iran, là où sont gardés aussi des prisonniers politiques, avec effectivement, ils sont souvent en solitaire, sans accès à rien. Alors ça, c'est malheureusement ce que Cécile et Jacques ont subi, c'est ce que aussi les prisonnières politiques iraniens subissent tous les jours. D'ailleurs, la veille de la libération conditionnelle de Cécile et de Jacques, 8 de mes collègues iraniens universitaires et chercheurs, sociologues et économistes ont été arrêtés
emprisonnés dans la même répression prison continue. La répression continue de plus belle. Donc c'est un prison d'ailleurs qui a été bombardé, souvenons-nous, en juin par Israël. Et donc la condition de détention s'est même aggravée de ce fait. En tout cas, les conditions étaient très très difficiles. Et je dirais que visiblement, ce que Benjamin Brière a raconté à maintes reprises de ces conditions d'emprisonnement, eh bien, Cécile et Jacques avaient subi encore des conditions encore plus difficiles que, par exemple, Benjamin Brière. Mais est-ce qu'il y a quand même je ne sais pas quel terme employer, un statut particulier parce qu'ils sont étrangers? Ils ne sont pas traités exactement de la même façon que les... Pire, peut-être pire, des otages. Oui. En revanche, quand il s'agit de prisonniers iraniens, par exemple, il y a... Aujourd'hui, il y a plusieurs, par exemple, prisonniers qui décèdent du fait de mauvais traitements. Ils n'ont pas accès à des médecins, etc. En ce qui concerne les otages, visiblement, les autorités iraniennes, les autorités de prison empêchent que leur santé puisse être aggravée au point de perdre les otages. Parce qu'un otage vaut quelque chose quand il est vivant. Et effectivement, mais les conditions sont très difficiles. En plus de ça, pour quelqu'un comme Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont allés en Iran en touristes, je veux dire, les opposants iraniens prennent le risque d'être emprisonnés, parce qu'ils connaissent la situation, la dictature du régime. Mais imaginez les touristes qui y vont juste pour voir ce beau pays et qui se font arrêter, emprisonner dans ces conditions pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'ils se font prises, qui sont des otages. Thierry Coville, comment justement, je reste sur la question des conditions de détention, comment c'est pour des otages étrangers, il y a encore d'autres otages étrangers en Iran, ces otages d'État, comment c'est utilisé par le régime dans sa propagande interne et externe? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que c'est vraiment la population iranienne, je pense qu'elle connaît bien le régime, donc on retrouve quand même des méthodes, comme Azadeh vient de le dire, les méthodes de répression, par exemple les confessions à la télévision, c'est quelque chose de classique en Iran, malheureusement, depuis la Révolution, donc malheureusement la population n'est pas surprise de ce qui se passe, etc. C'est pas discuté beaucoup dans la presse en général, mais je pense que l'idée, la perspective, c'est vraiment... Alors, ça a toujours existé en Iran. On se rappelle bien de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis. Donc, quelque part, la République islamique d'Iran naît malheureusement avec cette question des prises d'otages. Ça a existé ensuite. Je me rappelle d'un Allemand qui avait passé du temps en Iran dans les années 90. Mais je pense, alors, tout en étant très très prudent, je pense qu'il y a une aggravation de cette stratégie, on va dire, à partir de 2018. Je pense qu'en 2018, avec la sortie de Trump de l'accord et une crise économique. L'accord sur le nucléaire. L'accord sur le nucléaire, pardon. Et une crise économique et politique avec une sensation quand même de danger de la part de l'État iranien en se disant il y a une tentative, clairement, de changement de régime. Et je pense que ceux qui ont pris le pouvoir en Iran et qu'on écoute et qui ont la priorité sur la justice, sur d'autres considérations, c'est tous ceux qui travaillent dans le système de sécurité. Donc eux, ils ont pris la priorité. Donc ils voient ça comme... Ils voient tous sur les problèmes sécuritaires. Vous allez à un match de foot, enfin je veux dire, voilà, l'idée c'est ça peut déborder sur des tentatives de déstabilisation. Et une autre de leurs caractéristiques, c'est j'allais dire une méfiance. Pour certains, c'est la haine de l'Occident, avec l'idée qu'avec l'Occident, il n'y a pas de négociation possible. Enfin, il n'y a pas une négociation normale en termes de diplomatie. J'explique leur point de vue. Et c'est qu'avec l'Occident, il faut leur tordre le bras. La diplomatie, le droit international, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, c'est eux qui prennent les décisions. Et c'est encore pire depuis la guerre avec Israël. Donc ça explique effectivement cette stratégie qui s'est amplifiée depuis 2018. Alors, vous réagissez. Merci de participer à l'émission. Question, je pense que la réponse peut être assez simple. Je vais vous la poser à Zadekian. Auguste, qui nous écrit de Saint-Méloire-des-Ondes. Est-ce que c'est possible que Cécile Kohler et Jacques Paris soient renvoyés en prison ? Ça semble assez improbable. Là, ils sont dans une ambassade ou dans une résidence de France, donc sur le territoire français. Non, moi, je ne le pense pas. J'espère que la France pourra les faire sortir même. Oui.
de différentes manières, c'est possible, même manu militari, de le faire sortir de l'Iran. Mais après, moi, je ne suis pas diplomate. D'ailleurs, je voudrais aussi saisir l'occasion pour rendre hommage à l'ambassadeur de France en Iran, parce que M. Kochar, on n'en parle pas beaucoup, mais il a depuis 6 mois, c'est ça, il a été nommé en juin. Il est allé en juin, fin juin, pendant même encore la guerre Iran-Israël. Il a tenu à y aller. Il connaît très bien le pays, il connaît très bien les autorités, parce qu'il avait déjà servi à l'ambassade de France en Iran dans les années 90, et c'est un vrai diplomate. Et donc, il a tout fait, visiblement, pour que cette libération, même conditionnelle, puisse avoir lieu, bien sûr, derrière le président et le ministre des Affaires étrangères également. Mais je ne pense pas que Cécile et Jacques puissent être retournés en prison, mais ils peuvent être, par exemple, empêchés de sortir du territoire de façon légale. Et là, on va rentrer dans une question de négociation ou de bras de fer avec l'État iranien. Je voudrais avant de parler de cette question-là, et notamment de la question d'une citoyenne iranienne qui était détenue à Paris, accusée d'apologie du terrorisme, on va raconter son histoire dans un instant, parce que ça rentre sans doute dans la question des négociations, des contreparties. Quand même, l'état psychologique, il y a une question de Nathalie qui nous écrit d'Irini. Après tout ce qu'ils ont vécu, comment ces deux personnes vont pouvoir se reconstruire? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique à leur retour? Je reviens vers vous, Emma Villard, pour peut-être se projeter sur les prochaines étapes. Espérons qu'ils vont pouvoir revenir sur le sol français. Quel accompagnement sera prévu? J'ai en tête ce que Benjamin Brière, qui lui-même a été otage pendant 3 ans, écrit dans son livre, où il dit qu'il s'est senti un peu démuni, un peu tout seul, un peu abandonné. Les prochaines étapes, évidemment, que l'on espère tous, comme l'ont dit le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, c'est évidemment le retour en France de Cécile et Jacques auprès de leurs proches, ce qu'on espère très rapide. S'agissant de leur accompagnement psychologique et physique, nous savons qu'un médecin a été envoyé en Iran afin qu'il les ausculte. Pour le suivi psychologique, effectivement, l'heure va être à la reconstruction personnelle. Nous savons cependant que Jacques Paris est très combatif. Il l'a dit à sa sœur et à Anne-Laure, sa fille, pendant près de 40 minutes, qu'il était dans un esprit de résistance et combatif. Donc, ce qui présage, ce qui est très positif. Merci beaucoup, Emma Villard. Merci d'avoir répondu à nos questions. On espère évidemment revoir très vite vos clients sur le sol français. Je reste sur cette question avec vous, Christian Cambon, parce que dans le témoignage de Benjamin Brière, je ne sais pas si vous l'avez entendu, peut-être interviewé à la radio, etc., il racontait quelque chose qui était quand même totalement surréaliste, que les impôts, quand il est revenu en France, 3 ans de détention, il a reçu un courrier des impôts lui disant « mais vous n'avez pas payé vos impôts pendant 3 ans ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... Non mais c'est quand même... Bon voilà, on va essayer d'en sourire, mais pour quelqu'un qui a subi ce qu'il a subi, ça doit être particulièrement dur. Il raconte ça, donc ça veut dire... Il dit même qu'il faudrait presque un service chargé d'accompagner les otages français qui, quand ils retrouvent une vie, entre guillemets, normale. J'étais au courant effectivement de cette effroyable anecdote qui consistait à avoir demandé à Benjamin Brière de payer les impôts qu'il n'avait pas pu payer pendant sa détention. J'ose croire que cette leçon, que ça servira de leçon et qu'effectivement l'accueil, l'accompagnement que la France va mettre en œuvre autour de ces deux malheureux, parce que franchement, il y a un malheur tellement épouvantable à surmonter. J'espère qu'on en tirera les conséquences et qu'effectivement, on ne va pas jouer à l'émotion pendant les 15 jours qui viennent, puis après on oublie et on n'est plus en mesure de citer leur nom, etc. Et donc, je crois que, bien sûr, l'administration française aura à cœur, j'espère, à régler ce genre de problème. Mais, encore une fois, 1277 jours dans ces conditions effroyables, c'est au-delà de l'humain. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de terrible. Donc, il va falloir que la France se mobilise, et pas simplement avec l'accueil, les cérémonies, c'est au-delà, car c'est les semaines et les mois qui viennent qui seront certainement très difficiles pour qu'ils reconstruisent une vie. Alors, chapitre sur la diplomatie des otages, puisque le régime iranien lie le sort de Cécile Colère et Jacques Paris à celui, je vous le disais, d'une Iranienne qui est elle-même détenue à Paris. Le ministre des Affaires étrangères iranien le disait très clairement dans une déclaration. Écoutons-le.
Deux citoyens étrangers accusés d'espionnage ont fait l'objet de la clémence islamique du pouvoir judiciaire hier soir. Notre citoyenne en France, Madame Esfandiari, est quant à elle à présent libre. Elle se trouve dans notre ambassade et nous espérons qu'elle rentrera quand son procès sera achevé. Jean-Sébastien, on est en pleine diplomatie des otages. Oui, alors il faut parler au conditionnel, parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui se joue dans les négociations, ça a été évoqué. Il peut y avoir quelque chose qu'on met en avant, et puis d'autres choses qui potentiellement seraient négociées en coulisses. Après, sur le mot diplomatie des otages, moi je le prendrais avec des pincettes, parce que oui, c'est ce que pratique l'Iran, et vous l'avez rappelé depuis finalement la fondation de la République islamique en 1979, mais si on se place d'un point de vue français, je ne pense pas qu'on puisse dire que la France, elle, retiendrait des citoyens iraniens en otage, alors qu'il n'aurait strictement rien à se reprocher, parce que négocier pour faire libérer des Français, c'est légitime. Arrêter des gens qui n'auraient pas de raison d'être arrêtés, ça ne serait pas dans un état de droit. Alors, et précisément, vous parliez de Madi Esfandiari, elle a quand même un pédigré. Voilà, il faut s'intéresser à elle. Elle a quand même un pédigré qui fait que c'est tout sauf une victime innocente de la raison d'État. C'est une jeune femme qui est arrivée en France comme interprète, qui a été arrêtée parce qu'elle est soupçonnée, accusée par la police, et l'instruction judiciaire est d'ailleurs bouclée, d'avoir mis sur place un réseau de diffusion de contenu de propagande sur les réseaux sociaux. Pour vous situer le personnage, elle était quand même capable de se réjouir non seulement du 7 octobre, mais aussi d'appeler à ce que d'autres déluges d'Al-Aqsa, qui est le nom, vous savez, que le Hamas donnait au 7 octobre, se reproduisent, y compris ailleurs qu'en Israël. Donc c'est très clairement quelqu'un qui n'est pas, c'est pas juste une Iranienne qui avait la malchance de se trouver prise dans un conflit entre États. Je vous le disais, l'instruction est bouclée, il y a d'autres personnes qui avaient été arrêtées. On ne peut pas dire avec certitude qu'elle a des liens avec le régime des Mollahs, même si on entend le ministre iranien des Affaires étrangères en parler, donc quand même un indice assez fort. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'elle a des liens avec des gens qui, eux, ont des liens assumés, revendiqués, comme Alain Soral, y compris parfois des liens financiers. Il devait y avoir un procès donc au mois de janvier. Ce qu'elle risque, avec les autres co-accusés, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. C'est quand même tout sauf négligeable. Ouais. Sauf que procès prévu ou pas, on voit que Cécile Coller et Jacques Paris, ils ont été transférés à la résidence de France. Il y a un peu de symétrie dans les deux affaires, quand même. Votre reportage le disait dans le début. Oui, il y a une symétrie. Le parquet de Paris ne s'est pas encore prononcé sur la levée de son contrôle judiciaire, parce qu'on imagine que la France se garde une forme de marge de manœuvre de négociation. Oui, mais elle n'est plus détenue, elle est sous contrôle. Non, elle n'est plus détenue. Elle est à l'ambassade d'Iran en l'état, mais elle est quand même censée être jugée. Maintenant, la question, c'est qui est gagnant et qui est perdant dans cette affaire. Alors, je pense que sur le long terme, c'est difficile de répondre. Encore une fois, il y a certainement des choses qui échappent à ce qui se joue en public, mais il y a au moins une chose qui est en train de changer, c'est que nous sommes en train de sortir d'une forme de naïveté, que les services de contre-espionnage français sont plus efficaces. J'imagine que vous avez vu ce rapport qui vient d'être publié sur l'entrisme de la République islamique en France, d'un certain nombre de partis politiques, qui s'appuyait d'ailleurs sur des enquêtes que nous avions publiées sur Atlantico avec Emmanuel Razavi. Ça, c'est en train de changer. Il y a un Iranien qui était à Dijon, qui avait été arrêté, qui était un agent du régime et qui était soupçonné d'être un influenceur lui aussi, mais aussi de surveiller la diaspora iranienne à Dijon. Et on le sait, les Iraniens pratiquent les assassinats ciblés. Donc au moins, la France est en train de réagir à ça, et là, manifestement, les boucles Telegram que les Iraniens considéraient comme impénétrables, elles ont été craquées, ce qui a permis de mettre en lumière les liens d'un certain nombre de gens avec le régime. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On va rester sur le cas de Madi Esfandiari, qui doit donc normalement être jugé à la mi-janvier, Azalekian. Alors, moi, je suis béotien dans cette histoire, mais je me dis, est-ce qu'il va falloir que Cécile Coller et Jacques Paris attendent qu'il y ait ce procès, donc à l'ambassade ou à la résidence de France, avant de pouvoir quitter le territoire iranien? Alors, c'est fort possible si la seule contrepartie à la libération de Cécile Coller et Jacques Paris et la libération de Mme Esfandiari. Mais à mon avis, personnellement, je pense qu'elle ne fait pas le poids comme contrepartie. Et je suis sûre qu'il y a autre chose. Je ne peux pas vous le démontrer, mais je suis sûre qu'il y a autre chose. Oui. Votre avis, Christian Cambon? Il y a eu quelque chose qui n'a pas encore été commenté. Vous savez que la France avait déposé une plainte à la Cour pénale internationale pour stipendier les mauvais traitements, enfin les traitements inhumains que l'on vient de décrire. Or, de manière assez discrète, car, et vous avez eu raison de souligner le rôle de nos diplomates, de l'ambassadeur et d'une manière générale de ce qu'ont fait les affaires étrangères sur le sujet, la plainte a été retirée il y a quelques semaines. Donc,
je pense qu'il a dû y avoir malgré tout un certain nombre d'éléments de négociation, car on peut toujours imaginer que avec les Iraniens, s'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et Mme Esfandiari n'est certainement pas, comme vous le soulignez, un énorme poisson aux yeux des Iraniens, même s'il faut quand même constater que le régime l'avait utilisé. Les agences de presse en langue persane parlaient très régulièrement de son cas. Pour le coup, ils ne parlaient pas des otages français. Et donc peut-être ont-ils fait monter cette histoire-là en pression aux yeux des Iraniens pour masquer précisément d'autres éléments. Alors on va regarder la réaction d'Emmanuel Macron qui confirme, qui officialise la sortie de prison, soulagement immense. Ils sont sortis de la prison d'Evin en route pour l'ambassade de France à Téhéran. Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a un risque, Thierry Coville, d'enlisement en quelque sorte autour de la situation des deux ex-otages français? Moi, la seule référence que je peux avoir, c'est malheureusement les cas passés. Oui. Donc, en général, c'est exactement ce que vous venez de dire, il y a une sorte de symétrie. L'Iran demande des choses. Je pensais à une Anglaise anglo-iranienne, Nazanin Radcliffe, qui avait été emprisonnée pour des motifs futiles. Alors, moi, je ne sais pas combien elle a passé, plus d'1 an ou 2 ans en prison. Et en fait, 5 ans. Oui, voilà. Je me rappelle, elle a été libérée. Et comme par hasard, l'argent que devait l'Angleterre à l'Iran a été versé, je dirais, juste après. Vous voyez, donc on en revient exactement à cette symétrie. On en revient à qu'est-ce que demande l'Iran? Est-ce que c'est la libération de cette Iranienne? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? C'est un peu trop tôt pour répondre? Voilà, on ne sait pas. La meilleure réponse, c'est on ne sait pas. Mais il y a sûrement quelque chose qui a été demandé, peut-être simplement la libération de cette Iranienne. Mais normalement, je pense que quand il y a c'est de nouveau d'après le passé, quand c'est enclenché comme ça, bon, il faut toujours être très prudent, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et ça veut dire que si toutes les étapes prévues, parce que je pense que tout ça a été négocié, sont respectées, bon, il faut espérer qu'il y ait une issue positive. Mais il faut être prudent, c'est vrai. Oui. Jean-Sébastien? Pour avoir parlé à quelques opposants iraniens, de leur point de vue, alors même chose, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe véritablement en coulisses, mais ils disaient que quand même le régime est assez affaibli, notamment depuis les frappes israéliennes, et qu'ils ont aussi besoin de montrer qu'ils n'abandonnent pas leurs agents, et donc malgré tout, ils avaient un intérêt à faire de Mme Esfandiari une monnaie d'échange, même si on ne peut pas exclure qu'il y ait encore une fois autre chose. Oui, effectivement. Je vous propose, on va rester sur le rôle des diplomates et peut-être aussi d'Emmanuel Macron dans cette libération. Je vous propose d'abord d'écouter le ministre français des Affaires étrangères, qui était ce matin l'invité de nos confrères d'RTL, Jean-Noël Barrot. Ce que je peux vous dire, c'est que s'agissant du président de la République, de moi-même, ce sont de très nombreux contacts, de très nombreux appels qui ont été passés ces derniers mois pour aboutir à ce résultat. Mais vous comprendrez bien que pour garantir le succès de ce type de manœuvre diplomatique, nous nous tenons à une forme de discrétion. Et donc nous ne révélons pas le détail de ces discussions que nous avons avec les autorités à tous les niveaux, du président de la République jusqu'à l'ambassadeur à Téhéran, que je veux féliciter pour sa mobilisation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut laisser les diplomates faire leur travail. Vous verrez, ça fonctionne. Laissez les diplomates faire leur travail, vous verrez, ça fonctionne. Un mot du rôle d'Emmanuel Macron. Il y a eu un moment, Christian Cambon, notamment, je crois, à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies, il y avait une rencontre qui, du reste, avait été critiquée par certains, mais c'est le genre de rencontre qui permet, face à face au plus haut niveau, d'envisager effectivement une solution à ce problème, car même si le président de la République peut être critiqué sur d'autres sujets, je pense que lui-même n'a jamais lâché ses causes, il l'a montré par le passé, et c'est le moment, généralement c'est les couloirs de ces assemblées des Nations Unies où se fait un travail de profondeur et de discrétion. Donc il rencontre le président iranien? Il avait rencontré le président iranien. Il y avait une poignée de main qui avait été du reste photographiée, qui avait été critiquée par tel ou tel, mais qui peut-être faisait sens en fonction de ce que nous vivons aujourd'hui. Jean-Sébastien? Peut-être juste une réserve, parce que oui, bien sûr, les diplomates travaillent et Emmanuel Macron se préoccupe du sort des différents otages français qu'il y a pu y avoir dans le monde. Force est de constater, si on se place du point de vue de la famille de M. Sansal, Boualem Sansal, ou du point de vue de ce journaliste français qui est emprisonné en Algérie, qu'on n'a pas toujours l'impression que la diplomatie française obtienne des résultats.
Oui. Enfin, on va dire que ça dépend des dossiers. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais si vous posez là, la question à l'entourage de M. Sansal... On peut se dire qu'il y a eu... Non, mais je rebondissais juste sur la phrase du ministre des Affaires étrangères qui dit la diplomatie, les diplomates travaillent, faites leur confiance. Quand vous parlez un certain nombre de familles d'otages, justement, il y a aussi un autre Français qui est détenu en Russie à l'heure actuelle, dont tout le monde oublie le sort, qui a été condamné. Je peux vous garantir, pour connaître là aussi le cas concerné, les gens de son entourage n'ont pas l'impression que le J'avais pas prévu d'ouvrir ce chapitre, mais allons-y. C'est juste une réserve là-dessus. Non, mais à propos de M. Barrot. C'est une vraie question stratégique. C'est vrai qu'on a souvent entendu des familles d'otages dire on nous a d'abord conseillé de nous taire. De ne rien dire, de nous taire. D'ailleurs, Benjamin disait, Benjamin Brière, exactement la même chose. Or, moi, je suis d'origine iranienne et je connais ce régime et je sais comment il fonctionne. Dès le départ, il faut médiatiser. Dès le départ, parce qu'on sait qu'ils disent souvent aux familles même des prisonniers iraniens qu'il ne faut rien dire, on va relâcher, on va les libérer, etc. Il ne faut rien dire. Et alors, les familles ne disent rien et le temps passe. Donc maintenant, on sait, par exemple, là je vais vous donner l'exemple des 8 collègues iraniens. Dès qu'ils ont été arrêtés, l'Association des sociologues iraniens a fait une tribune. Nous, on est en train... Bon, je veux dire, tout le monde se mobilise parce qu'on sait qu'il faut que ça se sache. Il faut médiatiser tout ça. Donc, à mon avis, c'était une erreur. On a eu exactement le même débat ici même. Et ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment, dès le départ, dès qu'il y a un otage, il faut en parler. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. D'une part. D'autre part, si vous permettez, moi, je voudrais dire ce que je pense. Vous savez, il n'y a pas que, malheureusement, les Français qui avaient des otages. Il y a à l'heure actuelle un couple britannique emprisonné. Il y avait des Suédois, il y en a encore Allemands, Italiens, etc. La stratégie du régime des otages d'État continue. Au lieu d'engager une action collective de la part des Européens, chacun a décidé de discuter directement et en bilatéral avec les Iraniens. Ce qui a fait qu'il y en a qui ont obtenu la libération de leurs otages tout de suite, comme les Italiens. D'autres sont restés en prison et il y a toujours, bien sûr, eu des contreparties, plus ou moins d'ailleurs importants. Donc pourquoi l'Europe n'a pas agi collectivement ? Peut-être un mot là-dessus, Christian Cambon. Est-ce qu'on serait plus efficace si on agissait collectivement face à l'Iran ? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui, parce qu'on sait très bien qu'il y a des pays européens, et pas très éloignés du reste de la France, qui conservent avec le régime des mollahs des relations, y compris des relations économiques assez importantes. Donc je pense que dans l'absolu, si tout le monde acceptait de jouer en commun, on aurait peut-être plus de résultats. Mais chacun a ses intérêts nationaux, et quand les intérêts économiques se superposent à cela, ça fait en sorte que finalement les diplomaties restent plus autonomes. Moi, il y a aussi quelque chose que je veux dire qui nous a beaucoup surpris lors d'une audition récente, c'est qu'il y a encore des gens qui vont se promener en Iran. Il y a encore des touristes qui se promènent en Iran, et je pense que ces événements-là doivent montrer que, surtout, il ne faut absolument pas aller dans ce genre de pays pour l'instant, parce que voilà... Exactement, avec une grande naïveté, on se souvient de ce jeune cycliste franco-allemand qui faisait des vidéos dans lesquelles il expliquait qu'il fallait vraiment être paranoïaque pour imaginer que le régime iranien puisse s'en prendre à des citoyens étrangers. Il a eu plus de chance, il est resté seulement quelques semaines en détention, mais effectivement, je pense qu'on peut faire passer une responsabilité quand même. À l'instant où nous parlons, il y a des touristes qui se promènent en Iran, et je pense qu'il faut en tous les cas qu'ils ne partent pas, et nous avons demandé à la Commission des Affaires étrangères qu'au Quai d'Orsay, il n'y ait vraiment pas simplement un conseil, mais qu'il y ait vraiment une interdiction et qu'on les empêche de partir. Parce que ce qui risque d'arriver est tellement effroyable qu'il faut vraiment éviter ce genre de choses. Bon, si vous avez des proches qui anticipent... Qui passer Noël là-bas, écoutez ce que dit le sénateur Cambon. Cela dit, il y a Thomas, des Français qui sont ou qui vont en Iran, les fameux influenceurs dont on parle. Il ne faut pas sous-estimer l'entrisme et la manière dont Eliamin Setou, Shahin Azami, notamment, qui a été mis en cause et qui a très clairement, semble-t-il, des liens avec les forces Al-Quds et qui font la navette. Alors, il nous reste 5 minutes. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de l'état de
de la société iranienne et du régime iranien. Je vais reprendre une question d'une de nos téléspectatrices, Inès, de la Thèse de Bûche. On est dans le sud-ouest. Est-ce que le fait que l'Iran libère les Français montre qu'ils veulent améliorer leurs relations avec la France? Vous avez commencé à répondre à ça tout à l'heure, Thierry Coville, en disant c'est trop tôt pour le dire et c'est pas sûr, mais il y a peut-être un peu de ça dans un contexte qu'il faut rappeler. Les frappes israéliennes, de nouvelles sanctions américaines et européennes, sanctions économiques. Donc il y a ce contexte particulier quand même. Oui, c'est pour ça qu'on m'a déjà posé la question. Je ne pense pas que cette libération va changer quoi que ce soit à des relations qui sont très mauvaises pour plusieurs raisons. Je pense que du côté français et européen, ce qui a vraiment changé tout vis-à-vis de l'Iran, c'est l'aide de l'Iran à la Russie dans la guerre en Ukraine. Je pense que ça se passe en Europe et ça a été considéré comme, on va dire, casus belli, quoi. Là, vous participez directement à une guerre contre l'Europe. Et du côté iranien, il y a aussi beaucoup de colère. Alors ça remonte à le fait qu'ils pensent que les Européens n'ont rien fait. On reparle de ce fameux accord sur le nucléaire pour quand même contrer les sanctions américaines qui ont été réimposées en 2018. Ils pensent que les Européens n'ont rien fait. Ils pensent que les Européens ont quand même validé et encouragé l'attaque israélienne complètement illégale sur le plan du droit international. Quand conduit quand même, faut peut-être le rappeler aussi, à peu près 1200 morts en Iran, dont à peu près 1000 civils. Et ils sont furieux également sur, on vient d'en parler, la réinstauration de ces sanctions des Nations Unies. Parce que de leur côté, si vous voulez, il y a une question de perception. De leur côté, ils disent, qui c'est qui n'a pas respecté ce fameux accord sur le nucléaire? C'est d'abord les Européens, en ne contrant pas les sanctions américaines. Donc comment vous osez dire, je parle de leur point de vue, qu'on n'a pas respecté l'accord et qu'on peut réinstaurer les sanctions des Nations Unies. Donc tout ça pour dire que cette libération, c'est une très bonne chose déjà sur le plan humain. Ça peut permettre que les deux pays se parlent de manière plus librement, mais ça ne va pas changer grand-chose à ces difficultés. Votre avis, Christian Cambon, est-ce que ça peut ouvrir une ère un peu différente? On va rester prudent. C'est un geste qui d'abord mérite, on l'a dit tout au long de cette émission, d'être concrétisé. Et nous, la vraie joie sera lorsqu'on les accueillera ici en France, bien sûr. Donc pour que cet épisode effroyable se termine, bon, ça ne peut être à long terme, si on veut véritablement une amélioration possible des relations, ça ne peut être qu'un signe positif. Imaginez que demain Boualem Sansal soit libéré, ça ne pourrait pas aller dans un sens négatif et ça aiderait peut-être à reprendre des relations avec l'Algérie, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment pour d'autres raisons. Le ministre de l'Intérieur a fait des déclarations. Donc, ce n'est pas un geste négatif, mais ça n'ouvre pas la voie à des négociations, d'autant, comme vous venez très justement de le rappeler, que la France venait de faire partie des pays qui ont demandé la reprise des sanctions, qui sont quand même des sanctions encore très dures par rapport à celles qui avaient été mises en œuvre, pour faire en sorte que l'Iran ne reprenne pas cette course à l'arme atomique qui est évidemment une cause internationale très importante. Azali, on est encore dans la continuité de ces frappes israéliennes contre les installations nucléaires. À quel point ça a, ou pas d'ailleurs, déstabilisé le régime? Ça a déstabilisé le régime pendant les premiers jours des frappes, mais assez rapidement, on a vu que les généraux assassinés ont été remplacés, que les Iraniens envoyaient aussi à leur tour des missiles sur Israël. Or, les Israéliens n'ont pas l'habitude de recevoir des missiles sur leur tête. Ça a ébranlé aussi, on le sait, le gouvernement de Netanyahou. Donc, je dirais que les deux gouvernements étaient ébranlés par cette guerre, d'où le cessez-le-feu actuel. Sauf que en Iran, je sais, les gens sont en état d'attente. Déjà, il y a une crise économique profonde, on le sait. Il y a beaucoup de pauvreté, etc. Mais en même temps, la population est en état d'attente et parce que tout le monde dit il y aura de nouvelles frappes israéliennes, ils vont riposter, donc il y aura à nouveau une guerre. Et les gens n'achètent pas et ne vendent pas, et on en est là. Donc on est dans... Et le régime, comme je l'ai dit précédemment, a intensifié la répression contre tous les opposants, hommes et femmes, et donc il les emprisonne à tour de bras. Il y a des exécutions sommaires sous prétexte d'espionnage pour Israël, etc. Donc, ce qui montre que c'est un régime ébranlé, effectivement, du fait aussi de son impopularité importante en Iran, on oublie souvent. La population iranienne, dans sa grande majorité, déteste ce régime, déteste. Ça dépasse la délégitimation et tout ce qu'on peut dire en sciences politiques. Mais là, vraiment, on est dans la détestation. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas, malheureusement, d'alternative politique actuellement contre ce régime. Donc, ils restent au pouvoir et ils sont en train de réprimer pour se maintenir
au pouvoir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Vos livres, Azadekian, je veux le dire en français, Repenser le genre, l'ethnicité et la religion en Iran aux éditions Bloomsbury, c'est un livre en anglais. Thierry Coville, l'Iran, une puissance en mouvement aux éditions Erol. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.